Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler absentéisme. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois deux experts de la société GREP. Tout d'abord, Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Tout à fait. Donc, je suis Mathias Lespinasse, actuaire et directeur technique de GREP et j'interviens sur toute la chaîne de valeur assurance en prévoyance santé et retraite pour GREP depuis 2009. Et puis, Olivier Massa. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe, donc moi je suis Olivier Massa, directeur général de GREP. Voilà, donc je m'occupe de l'ensemble des opérations commerciales, marketing de GREP. Je te laisse nous représenter peut-être rapidement GREP, Olivier. Oui, absolument. Donc GREP, en fait, nous sommes un expert dans le domaine de la protection sociale avec 3 domaines d'intervention qui sont la santé, la prévoyance, l'épargne retraite et l'international. Et nous avons effectivement 2 expertises assez fortes qui sont le conseil et la gestion au sein d'une plateforme digitalisée. Et GREP aujourd'hui, c'est une société composée de 75 salariés. On fait partie du top 15 des intervenants spécialisés dans le domaine de la protection sociale et on gère environ 200 000 salariés dans nos outils de gestion. Parfait. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de faire un point sur l'absentéisme, notamment en lien direct avec les enjeux de la protection sociale. Et c'est Mathias qui va dérouler l'ensemble de cette présentation qui, étant actuaire chez nous, a bien planché sur ce sujet. Alors, Mathias va bientôt démarrer. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez nous les soumettre au fil de la présentation. Mathias, c'est à toi. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon sur l'absentéisme en entreprise en le mettant en lien direct avec les régimes de protection sociale, prévoyance santé. Donc, avant de commencer, je souhaitais une remise en contexte. Si on se remet dans le contexte des 24 derniers mois, on ne peut pas faire l'économie d'évoquer le sujet très médiatisé de la grande démission. C'est un concept que vous connaissez tous maintenant, qui vient des US et plus largement des pays anglophones, on va dire. Et c'est pas un hasard, puisque cette grande démission se matérialise vraiment surtout dans les pays où la philosophie des entreprises est à l'opposé d'un partage de décisions ou d'implication des salariés, comme ça peut être le cas en France par exemple avec le paritarisme. Donc c'est surtout les domaines de la restauration et du retail qui sont les plus concernés là-bas, avec du coup des bas salaires qui sont tirés vers le haut. Donc moins présent en Europe, même si le phénomène est bien là, mais le débat est en cours, on va dire. Après, on peut quand même émettre l'hypothèse qu'en France, dans un contexte de protection sociale plus développé peut-être qu'aux États-Unis, un équivalent, en tout cas une partie de cet équivalent de grande émission pourrait se matérialiser par un absentéisme accru, quoi. Donc, on va maintenant parler d'absentéisme. Donc, juste avant, on parle de turnover. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les études d'absentéisme, on prévoit toujours de calculer légalement et préalablement le turnover, qui est un indicateur périphérique de celui de l'absentéisme. Donc, le taux moyen en France est de 15%. Donc, ça reste assez logiquement inférieur au taux mondial qui est de 23%, en raison de spécificités françaises. L'idée clé, c'est de dire que sur les démissions dans les 6 à 18 mois, on va plutôt avoir en tête la courbe de droite qui permet de comprendre à quel moment on perd de l'argent. Parce que la personne part trop tôt, tout simplement, et que le ROI n'y est pas. Et à l'inverse, sur des départs de salariés avec plus d'ancienneté, l'impact va être moins financier, mais va plus se situer au niveau de la perte de savoir et d'expertise. Et ça a un impact aussi psychologique sur les salariés qui sont encore présents. Et ça peut créer une diminution de l'engagement et donc possiblement de l'absentéisme. Dans tous les cas, ça a un impact sur la productivité. Alors, on vous présente ici rapidement les 2 indicateurs clés de l'absentéisme, que sont le taux moyen d'absentéisme et le nombre de jours d'absence par salarié. La source, c'est le baromètre Hemming qui donne quand même le là dès lors qu'on cherche du benchmark sur l'absentéisme. Le point clé ici, c'est de dire que effectivement 6% de taux d'absentéisme sur 2021, c'est moins qu'en 2020.
mais c'est plus qu'en 2019. Donc en gros, la diminution 2021-2020 est plutôt en trompe-l'œil. On va regarder en fait plus la tendance longue sur 3-4 ans et là, ce qu'il en ressort, c'est quand même qu'on est en fait sur une tendance haussière. Donc pour nos études, c'est le benchmark de comparaison de référence. Et ensuite, on fait nos propres calculs à l'échelle de l'entreprise, à partir soit du SIRH, voire de la DSN prochainement, mais on va y revenir tout de suite après. Alors, on admet généralement que le coût de l'absentéisme, c'est autour des 2% de la masse salariale. Alors, c'est variable selon les entreprises, leur typologie de métier et de salariés. Ce coût, c'est d'abord des coûts directs, c'est-à-dire c'est le maintien de salaire, ce qu'on appelle habituellement la mensualisation, auquel on peut ajouter le coût d'administration du personnel, puisqu'il faut gérer, déclarer, payer les absences. Et puis les coûts indirects, c'est évidemment la désorganisation au sein de l'entreprise qui est engendrée par cet absentéisme. Et c'est cette conséquence qui est la plus dommageable, on va dire, pour l'entreprise. Ce coût indirect, il est en général entre 2 et 4 fois plus fort que les coûts directs, donc selon les secteurs. On va maintenant commencer à s'intéresser au régime de prévoyance au sens large, donc prévoyance lourde et frais de santé. Donc avant de démarrer, c'est bien d'avoir une idée du poids de sa protection sociale complémentaire dans son organisation, quel est le budget, combien ça coûte. En moyenne, on est à 3,5 de la masse salariale. Sur les grosses sociétés, on est plus sur du 4, 5, voire un peu plus. Et sur les petites sociétés, on peut être aux alentours de 2,5, 3. Évidemment, l'absentéisme va peser défavorablement sur ce budget avec un décalage. Côté assureur, ils vont chercher à augmenter les primes si vous avez de l'absentéisme, donc au regard de la dérive du risque. Donc les assureurs courent après l'augmentation de l'absentéisme en quelque sorte. Ils ont beau anticiper un peu cette dérive dans leur réponse aux appels d'offres, elle les rattrape très vite. Ils souvent proposaient des maintiens de tarifs pendant 2 ou 3 ans dans les appels d'offres. Du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'après 2-3 ans, il y a un rattrapage tarifaire conséquent qui peut être brutal pour les entreprises. J'ai une question, Mathias. Est-ce que les absences répétées là, pour Covid ont un impact fort sur, justement sur les tarifs? Est-ce que les absences pour Covid ont été prises en compte ou est-ce qu'elles ont été isolées par les assureurs? Non, c'est vraiment à la carte ou à la main. Et encore une fois, bon, il y a eu le Covid en 2020 qui a aggravé la situation, mais on regarde pas qu'un an. Donc, en général, sur le risque prévoyance, on regarde plusieurs années et on regarde la tendance de moyen terme et la tendance longue. Ça veut dire que la tendance de moyen terme longue risque elle est de toute façon haussière. Elle va de toute façon monter là quand on en reparlera dans 1 an ou 2, les chiffres auront explosé, non? Exploser, en tout cas, pas forcément explosé, mais ils auront été revus à la hausse. Ouais. Donc on voit bien que tout le monde a intérêt à réduire le phénomène. Et la conséquence, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que les assureurs et les courtiers passent finalement d'une logique de simple gestionnaire de flux financiers à une logique d'accompagnement en ajoutant dans leur offre des services innovants autour de la prévention et de l'aide au retour à l'emploi. Il y a une question de Karine Isabelle qui demande s'il y a quand même une distinction entre les absences courtes, ponctuelles, versus les absences de longue durée. C'est tout l'enjeu justement de cartographier l'absentéisme avec les outils justement qu'on va évoquer tout à l'heure, dont notamment avec la DSN, et donc de se procurer un rapport sur l'absentéisme dans son entreprise, précis, sur mesure, qui détaille justement selon la durée et avec selon des sites, selon l'âge, selon l'ancienneté. Il y a toute une batterie d'indicateurs qui sont possibles. En fait, pour compléter ce que dit Mathias, en matière d'absentéisme, il y a plusieurs impacts. On a l'impact sur les contrats d'assurance, et ça, c'est sur les arrêts longs, puisque les contrats d'assurance complémentaire interviennent après une franchise de plusieurs jours, 30, 60 ou 90 jours, au relais de la convention collective. Et puis, il y a les arrêts courts qui, eux, ne sont pas forcément pris en charge par le contrat, mais qui sont totalement pris en charge par l'entreprise. Et c'est effectivement, lorsqu'on analyse les données de la DSN,
qu'on arrive à voir où se situent les arrêts courts et les arrêts longs et quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place. Parce que on a effectivement un impact sur le régime complémentaire, mais on a aussi un impact lourd sur le coût ce que représente sur le coût de l'absentéisme qui représente dans l'entreprise. Donc c'est assez aujourd'hui les deux sujets sont à prendre en parallèle. Ça marche. Alors, on s'intéresse maintenant aux facteurs exogènes à l'absentéisme, mais qui, cumulés justement à l'absentéisme, aggravent encore plus défavorablement l'équilibre du régime de prévoyance et la santé d'ailleurs. Le premier qui vient à l'esprit, évidemment, c'est le report de l'âge de départ en retraite. Et c'est intéressant de se rappeler que lors de la dernière réforme Hérault de 2010, qui a passé l'âge de 60 à 62 ans, l'impact a été de 15% sur la sinistralité globale des régimes de prévoyance. Ce type de mesure a toujours un double impact sur les régimes de prévoyance. Le premier, c'est évidemment l'allongement de la durée de versement des prestations, indemnités journalières, pension d'invalidité. Et le second, qui est moins évident au premier abord, ça reste quand même le vieillissement de la population, ce qui induit des coûts supplémentaires, notamment de consommation médicale. Et puis, on pourrait en rajouter un troisième, qui est une conséquence finalement du premier, c'est tout simplement l'aggravation du risque d'essai, puisque on a en tête qu'un an de report d'âge augmente de 10% le risque d'essai. Et on sait très bien que les capitaux d'essai pèsent très lourd sur les régimes. Voilà, donc c'est un point de référence à bien garder en tête parce qu'a priori, il y a une nouvelle réforme qui est normalement dans les tuyaux et qui est prévue sur le quinquennat. Autre facteur qui alourdit un petit peu les régimes de prévoyance, c'est un facteur tourné sur le passé pour l'instant. Et quand on le couple encore une fois avec l'absentéisme, c'est tout simplement lorsque la sécurité sociale se désengage. En 2012, les IJ de la sécurité sociale sont passés de 50% du salaire dans la limite de la tranche A à 50% du salaire limité à 1,8 SMIC. Ce qui a eu un effet différentiel sur le maintien du salaire par l'employeur et par les assureurs. Et du coup, ça a dû augmenter dans certains cas de manière importante, comme on peut le voir sur le graphique, selon le salarié et selon le salaire, quoi. Encore un autre facteur qu'on ne peut pas taire, en tout cas on est obligé de l'évoquer, c'est la baisse des taux qui a eu un impact sur les provisions des contrats. Lorsque l'absentéisme, Olivier en parlait, est de longue durée, ça génère un provisionnement des paiements futurs chez l'assureur. Et on sait que cette charge, lorsqu'elle intervient, c'est le poste qui pèse le plus lourd au débit du compte. Tout simplement parce que l'assureur il a l'obligation de provisionner non seulement l'arrêt de travail, mais aussi la longue maladie, puis l'invalidité, puis éventuellement le décès, comme autant de conséquences possibles de l'arrêt initial. Et quel rapport avec la baisse des taux ? Tout simplement, lors du calcul de la provision, le taux permet d'anticiper les intérêts financiers que vont dégager ces provisions. Donc lorsque les taux baissent, on anticipe peu d'intérêts et ça renchérit le coût du provisionnement. Donc là, on sort d'une période de 10 ans de baisse des taux régulière, donc ça alourdit la charge de provision sur les contrats mécaniquement. Pour votre information, on était à des taux à 2,5 en 2008, on était à 1,25 en 2012 et aujourd'hui on est à 0, donc on est sur un point bas. Donc on est un peu en phase de remontée des taux, donc à l'inverse des 10 dernières années, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la prévoyance. Ça va permettre de dégager des ressources pour financer, par exemple, une partie des impacts de la réforme des retraites, par exemple. Alors, on a vu les facteurs techniques et réglementaires qui pouvaient jouer défavorablement sur l'équilibre du régime. À l'inverse, on a des leviers à notre disposition pour faire diminuer la sinistralité. Le premier à avoir en tête, c'est le curseur de la franchise arrêt de travail, qui permet de retarder le moment où le contrat intervient dans l'indemnisation. Ensuite, on va essayer de réduire soit la fréquence, soit le coût moyen, voire les deux, puisque ce sont les deux facteurs qui construisent la cotisation. Donc réduire la fréquence, c'est plutôt finalement la prévention qui permet d'agir.
Et réduire le coût moyen, on va plutôt être sur l'aide au retour à l'emploi si on ne veut pas toucher au niveau des garanties, quoi. Donc pour illustrer le levier de la franchise, on voit bien que si on privilégie une franchise longue, ça permet de jouer le rôle d'amortisseur tarifaire. Si on recule la franchise suffisamment loin, on va s'assurer davantage sur un risque d'arrêt long. On va privilégier du coup la gravité lorsqu'évidemment les arrêts longs sont complètement justifiés. La cotisation va s'alléger considérablement, comme on peut le voir sur le diagramme. Et ça permet même de libérer du budget pour d'autres risques ou d'autres garanties. Si on a envie de privilégier la gravité, par exemple, ça peut permettre de libérer un budget sur l'invalidité. Si on a une garantie invalidité un peu faible, on peut la relever et du coup, on privilégie encore là une fois la gravité à la fréquence quelque part. Alors on a vu beaucoup de techniques pouvant jouer à la hausse ou à la baisse sur l'équipe des régimes. Donc on va commencer maintenant à parler des outils qu'on peut avoir à notre disposition et toujours en lien évidemment avec l'absentéisme. On veut pouvoir diagnostiquer cet absentéisme, on veut identifier les marqueurs, les tendances, les points de vigilance. Et donc, on peut aller chercher des solutions du côté de la DSN qui recèlent une mine d'informations. Et en plus, ces informations sont parfaitement structurées. Donc, pour ça, il faut adopter une démarche proactive vis-à-vis de cette DSN. Et elle permet de suivre l'absentéisme quasiment en temps réel. Alors, on va plutôt dire mensuellement, ce qui est déjà largement suffisant pour du dashboarding, par exemple. Et ensuite, on va plutôt aller chercher de la tendance et le prédictif sur l'analyse annuelle. Pardon. Alors, l'alternative à la DSN, parce que tout le monde n'a pas forcément une DSN de brancher ou tout le monde ne l'utilise pas, c'est évidemment le SIRH qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'analyse. Mathieu, je reviens à mon point de tout à l'heure quand tu dis dans l'analyse prédictive. Oui. En analyse prédictive, est-ce que potentiellement tu vas intégrer des facteurs type épidémique, type on a constaté qu'il y avait plus de grippe en Alsace que dans la région lyonnaise? Est-ce que ça, c'est des choses qui permettent de faire des prédictions fiables et qui sont prises en compte aujourd'hui? Non, c'est des facteurs exogènes et donc on ne peut pas prévoir si il va y avoir en 2022, fin 2022, 2023. Là, c'est un peu trop. C'est pas boule de cristal, mais en tout cas, c'est pas ce prédictif. C'est pas sur ce prédictif-là qu'on s'inscrit en tout cas. D'accord. Voilà. Donc l'alternative à la DSN, c'est le SIRH. Il faut une quantité suffisante de données, donc 3 ans à minima, voire même 4 ans idéalement. Il faut des données de qualité, c'est super important, c'est un peu la clé de voûte de l'analytique RH. On va essayer de trouver le compromis idéal entre la qualité des données et le temps passé à corriger les données. Bon, à titre d'illustration, sans rentrer dans tout le détail d'un rapport d'absentéisme, qui peut être construit vraiment complètement sur mesure, encore une fois, on peut citer prioritairement 3 indicateurs clés qui sont déjà l'indicateur jour, qui est tout simplement le nombre de jours d'arrêt par salarié. Et ensuite, cet indicateur, on peut le décomposer en quantité, durée, fréquence. Et c'est un peu une façon de mettre en équation finalement son absentéisme. Autre illustration d'un indicateur pertinent pour moi, c'est de cartographier les pathologies. On a la possibilité d'avoir l'information de la pathologie et de l'origine de l'arrêt, notamment. Ça permet d'identifier l'origine qui prédomine, on va dire, dans son absentéisme. Est-ce qu'on a plus de cardiovasculaire chez les hommes? Est-ce qu'on a plus d'oncologie chez les femmes, etc. Donc, on peut faire tout un tas d'indicateurs autour de ça. Ce qui est important, Mathias, c'est ce qu'il faut préciser ici, c'est que là, on est dans l'analyse des arrêts de travail pris en charge par le régime complémentaire dont on a, nous, la donnée. Donc, on est vraiment sur, je dirais, les arrêts longs, les arrêts qui sont déjà payés par l'assureur. Ça, c'est important de le préciser dans la démarche. On verra par la suite qu'on est dans l'absentéisme, on verra qu'on a toute une logique d'analyse qui se fait en amont et avant même l'intervention de la franchise.
Mathias, c'est Ouais, important qu'on le ouais. précise, sachant que on est effectivement conforme au RGPD et toutes ces données sont totalement anonymisées puisque, étant gestionnaire, on a des obligations et de réponse aux règles de protection de données sur lesquelles on répond parfaitement. Donc, on voulait vous montrer un outil qu'on a mis en place chez GREP qui correspond justement à ce curseur de franchise qu'on a envie d'utiliser vraiment comme outil pour pouvoir justement réduire la cotisation prévoyance. Donc, en fait, on a plusieurs paramètres, on va dire, qui sont des paramètres paix finalement, qui sont à prendre en compte. Et du coup, la question légitime qui se pose, c'est à quel niveau de franchise je positionne mon contrat pour optimiser tout ça. Sachant que lorsqu'on prend en compte les paramètres paye, c'est-à-dire ce que ça coûte lorsque c'est l'entreprise qui paye directement et ce que ça coûte lorsque c'est externalisé chez l'assureur. Et évidemment, on va aussi prendre en compte l'obligation de maintien légal ou celle qui est prévue par la convention collective. Voilà, donc sur Parce que, le. Oui, vas-y, en fait, Olivier. je voulais intervenir de façon un peu plus globale sur l'absentéisme. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on observe dans l'entreprise une augmentation de l'absentéisme et une augmentation du turnover. Donc là, on l'a vu sur l'angle quels sont les impacts sur un régime prévoyance complémentaire. Mais ce qui est important aussi en amont, c'est que si on veut agir sur l'absentéisme, c'est bon aussi d'établir ce qu'on appelle un baromètre, faire un baromètre social dynamique ou un diagnostic social et essayer d'identifier véritablement quelles sont les raisons de mon absentéisme ou de mon turnover, parce que les deux sont liés, pour aller agir vraiment à la source du problème. Et ça, c'est un premier élément qui me paraît important parce que si on arrive déjà à trouver en amont les causes réelles d'absentéisme, forcément, on va limiter l'impact qu'on a sur les contrats complémentaires. Alors, si on va sur un outil, par exemple, sur lequel nous travaillons aujourd'hui, qui est un baromètre social dynamique, tu peux peut-être nous mettre Ouais, en avant. je mets le slide. Ouais. Ce baromètre-là, finalement, permet d'identifier où on en est sur la motivation, l'engagement de nos salariés, sur le stress et sur le niveau de reconnaissance. Alors, on voit qu'il y a plusieurs indicateurs. Il y a la facilité de collaboration, il y a la reconnaissance, il y a le sens au travail, il y a l'ambiance, il y a l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Il y a aussi les valeurs que l'entreprise et les salariés peuvent porter et l'organisation. Et au travers d'un questionnaire totalement sécurisé via une plateforme et qui est réactualisable régulièrement en fonction de l'évolution dans laquelle se trouve le salarié, en fait. Et on arrive à identifier, soit par service, soit par secteur géographique, quelles sont finalement les problématiques qui pourraient donner lieu à un absentéisme. Je prends par exemple, j'ai un niveau de stress élevé dans tel service ou dans telle région de mon entreprise. C'est ici que je vais commencer à regarder ce qui se passe. Alors, ça peut être un problème d'organisation du travail, ça peut être une transformation qui a été mise en place dans l'entreprise, mais qui est mal comprise par les salariés, et qui va forcément générer soit de l'absentéisme ou à un moment donné le départ du salarié. Donc, on voit bien qu'un arrêt de travail, finalement, il y a deux types d'arrêt de travail. Vous avez l'arrêt qui est vraiment un arrêt, je dirais, l'arrêt grave, pathologie grave, sur lequel le régime complémentaire est là pour intervenir et qui, malheureusement, celui-ci est inévitable. Et puis, vous avez les arrêts
courts, mais qui peuvent également se poursuivre, qui sont des arrêts liés vraiment à un salarié qui est totalement désengagé, qui est fatigué et qui va effectivement, au travers d'une dépression, d'une grosse fatigue, se faire délivrer un arrêt de travail. Et on le voit bien, c'est ici qu'on a cette problématique d'absentéisme en France, c'est que il faut qu'on arrive à déterminer où sont les bruits sourds qu'on n'arrive pas à identifier quand on est dans l'entreprise pour agir directement. Alors, pour agir ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, si on s'aperçoit qu'on a un problème de stress dans une organisation spécifique, on va évaluer avec le manager les raisons de ce stress. Ça peut être un problème managérial, ça peut être un problème de charge de travail. Et derrière, forcément, on mettra en place des mesures correctives. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter à ce qu'on ait des salariés qui vont tomber dans l'arrêt de travail. Ensuite, quand on est cette fois-ci, quand on arrive vraiment dans l'arrêt de travail en lui-même et qu'on va toucher le régime complémentaire, on s'aperçoit aussi qu'on a parfois des arrêts lourds et des arrêts qui sont pas forcément contrôlés par les assureurs. Et il est mis en place maintenant un questionnaire médical. Et ce questionnaire médical va, sur certains arrêts, évaluer la nature de cet arrêt et éventuellement, on serait amené à diligenter une expertise médicale pour évaluer véritablement le bien fondé de cet arrêt. Alors, c'est un peu plus coercitif que la sécurité sociale. Là, on est plutôt sur des mesures coercitives. On arrive là sur, effectivement, je veux maîtriser mon absentéisme parce que je peux avoir, entre guillemets, des arrêts abusifs. Donc, et ce n'est pas un méchant mot que de dire, je mets en place du contrôle, et le contrôle peut être mis en place par l'assureur au travers d'une expertise médicale. L'avantage, c'est que en mettant en place ce système-là, vous avez dans l'entreprise une prise de conscience qui est l'arrêt de travail à un moment donné est contrôlé aussi par le payeur qui est l'assureur. Donc ça peut avoir un effet psychologique. Et d'autre part, si dans le cadre de renouvellement d'un arrêt de travail qui ne serait pas justifié, forcément le salarié est amené à reprendre son activité. Et vous avez dans les comptes de résultats une provision mathématique qui, elle, disparaît et améliore votre compte de résultats. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans une mesure un peu plus coercitive. Et puis, à côté de ça aussi, on va être dans des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, elles sont assez simples. On va être dans des arrêts assez longs, de plus de 2 ans, par exemple, où parfois l'entreprise et le salarié ont tendance à s'éloigner. Ils ont du mal à reprendre lien et à se reparler. D'une part parce que l'entreprise, elle est dans son activité, elle perd le lien avec le salarié, et le salarié, lui, a une appréhension à reprendre son job. Donc là, effectivement, on peut faire appel à des organismes qui sont dédiés à l'accompagnement, à la reprise d'activité, et ça permet effectivement à l'entreprise de voir dans quelles conditions le salarié peut reprendre son activité, soit au même poste ou sur un poste aménagé. Donc là, typiquement, on est sur des mesures d'accompagnement et d'aide à la reprise qui vont, d'une certaine manière aussi, avoir un impact positif sur le contrat prévoyance et donc sur un impact, avoir des conséquences, une reprise de provision mathématique lorsqu'on peut le faire et qu'on a une reprise d'activité. Donc voilà, ça ce sont les quelques mesures qui existent aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est vraiment en amont d'identifier les causes réelles de ces arrêts de travail, parce qu'on a du mal parfois à en connaître les raisons, et finalement on n'agit que sur les conséquences. Et quand on n'agit que sur les conséquences, finalement on agit un peu trop tard. Ça marche.
Pour rebondir, Olivier, par rapport à ça, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de fréquence et de coût moyen. Typiquement, la diminution de la fréquence, c'était en amont par la prévention issue du diagnostic. Et là, ce que tu dis, c'est plus la diminution du coût moyen en aval et du coup, avec l'aide, par exemple, au retour à l'emploi et toutes ces mesures que tu viens d'évoquer. Mais pour boucler la boucle sur les outils, il y en a un dernier sujet qui est intéressant. C'est les fins de carrière en fait. Lorsque l'entreprise recrute un peu moins et qu'il y a moins de turnover, on va faire face à une population qui vieillit. Et du coup, se pose la question des tranches d'âge proches de la retraite et de la gestion des fins de carrière et du risque d'absentéisme accru justement sur ces tranches d'âge, quoi. Donc là encore, on a des outils pour gérer au mieux. Donc on pourra citer par exemple l'accompagnement administratif de reconstitution de carrière, hein. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent de simuler combien on va toucher à la retraite, de présentation de différents scénarios de départ selon l'âge. Et on sait en plus qu'il y a un poids non négligeable, je crois que c'est 15 à 20% des relevés de situation de la Sécu qui comportent des erreurs. Donc c'est un service extrêmement apprécié par les salariés et les DRH, quoi. Et puis on pourrait aussi parler de retraite progressive, mais bon là c'est un dispositif qui mérite son propre webinaire, mais c'est un dispositif simple qui a beaucoup d'avantages et qui est encore un peu trop méconnu à notre goût, quoi. Donc voilà pour la présentation. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'effectivement, pour répondre à la question ou à l'interrogation de Christophe en début de webinaire, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des arrêts de travail en France, une augmentation assez forte. Elle est liée effectivement à une accélération et à une transformation aussi des méthodes de travail, on le voit. On voit également que le télétravail, les modifications d'organisation dans l'entreprise, aujourd'hui parfois mal comprises, génèrent de plus en plus d'absentéisme. Donc c'est vrai que ça a un coût pour l'entreprise, on l'a vu, coût direct et indirect. Et puis forcément, quand ces arrêts commencent à durer, ils sont pris en charge par les régimes complémentaires. Alors, on peut penser que la prévoyance, c'est une variable d'ajustement. Tant pis, j'ai une personne en arrêt de travail, elle sera indemnisée par mon contrat de prévoyance, c'est pas très grave, ça ne me coûte pas grand-chose. En réalité, c'est totalement faux. C'est pas une variable d'ajustement, le régime de prévoyance. Parce que plus j'ai de sinistres sur mon régime de prévoyance, plus j'ai de provisions mathématiques. Et forcément, à un moment donné, je vais être amené à devoir augmenter mes tarifs ou je serai sous le coup d'une résiliation de l'assureur. Donc ça pose problème. Et c'est toujours c'est un vrai inconvénient aujourd'hui, d'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, les taux d'intérêt jusqu'à présent étaient assez bas, donc on avait quand même une tendance haussière des tarifs. Et le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, je pense que les entreprises aujourd'hui ont tout intérêt aussi à travailler sur une anticipation de ces arrêts et à veiller effectivement à ce que la stratégie de l'entreprise et le management de l'entreprise soient vraiment en cohérence et soient vraiment compris par les salariés. Parce qu'on a énormément de salariés aujourd'hui qui quittent l'entreprise parce qu'ils décident, c'est un turnover naturel et peut-être plus élevé parce que le salarié aujourd'hui est jeune et a plus tendance à quitter l'entreprise. Ou alors, un salarié, un quadra ou un quinca qui, lui, un peu fatigué, va plus facilement se mettre en arrêt de travail. Donc, ce qu'il faut également retenir, c'est que les renouvellements assureurs sur le 1er janvier 2023, notamment en prévoyance, risquent d'être assez compliqués et on va être sur une tendance haussière très forte et certainement sur des résiliations de contrats pour cause de déficits très lourds.
Ça marche. Il y avait une question de Nicolas qui dit: existe-t-il une nomenclature des motifs d'absence à prendre en compte dans le taux d'absentéisme? Ah. Alors, là-dessus, il faut être très prudent. Mathias? Ouais, alors, oui, donc en fait, c'est un peu l'entreprise avec nous qui construit sa propre nomenclature. Mais bon, en général, on va quand même éviter de prendre des motifs un peu exotiques. Et puis, on va aussi prendre à l'inverse, éviter de prendre des motifs qui ne sont pas de l'absentéisme, comme par exemple la maternité. Souvent, on peut voir dans des camemberts 13% de maternité. Bon, bah, ça, c'est un peu faux parce que c'est pas de l'absentéisme compressible, c'est-à-dire que c'est pas de l'absentéisme sur lequel on a envie d'agir. Puisque c'est pas une maladie voilà, d'attendre un enfant. Mais donc, pour répondre à la question, hein, on construit avec les motifs qui sont dans les datas, on regarde ce qu'on a et on va écarter le non compressible et on va écarter aussi l'exotique. Par contre, nous, Mathias, dans les Oui. grandes familles d'absentéisme, si on peut revenir dessus, on voit bien qu'on est on n'est pas sur comment dirais-je, des arrêts totalement, vous voyez, on a les grandes causes, c'est-à-dire c'est psychiatrie, c'est ça, cardiovasculaire. Donc c'est ça Oui, et les puis grandes surtout, pathologies qu'on oui, observe. oui, je pense que c'est aussi de dire est-ce que c'est de la maladie, est-ce que c'est de la maladie professionnelle, est-ce que c'est de l'accident du travail, etc., quoi. Donc là, c'est pas vraiment ce camembert-là, mais voilà, on est plus sur ces trois grandes catégories déjà pour commencer, et après on peut décliner un peu plus précisément. Voilà. Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que nous pouvons mettre en place dans les entreprises, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on peut soit étudier ses propres résultats, prévoyance, et faire ce que j'appelle une étude d'arrêt de travail, c'est ce que disait Mathias. Mais on peut aussi, de façon plus large aussi, intervenir via un baromètre social dynamique, et là, on est plus en amont. Et on va aller identifier quelles sont les problématiques qui génèrent de l'arrêt de travail. Et derrière cela, on peut mettre en place des mesures, des intervenants spécifiques qui vont, d'une certaine manière, essayer d'anticiper le risque à venir. Donc, je pense que dans la problématique d'absentéisme, il y a d'abord un enjeu d'anticipation très fort. Et puis, une fois qu'on est dans l'absentéisme, il y a un enjeu de maîtrise de cet absentéisme, de contrôle, mais de contrôle avec toutes les règles que cela implique. Hein. Et puis ensuite, d'aide au retour à l'emploi quand on peut le faire. Bon, une question, mais à mon avis, il n'y a pas vraiment de réponse. Comment pouvez-vous identifier les types de maladies qui sont normalement confidentielles dans l'arrêt maladie? Alors, Mathias? Ouais, bah en fait, c'est à la discrétion effectivement du médecin qui identifie. Bon, de toute façon, nous, il n'y a pas de problématique vraiment de confidentialité ou de RGPD, puisque tout ce qu'on traite, c'est anonymisé. Voilà, et après, s'il y a vraiment quelque chose encore une fois très exotique, on peut arrondir le libellé de la pathologie sur une plus grosse famille, une famille médicale plus macro, plutôt que de pointer une pathologie extrêmement précise médicale, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, quand on est ce que j'appelle moi euh, dans le, dans l'expertise médicale, hein, là, elle se fait totalement entre médecin expert et médecin du salarié. C'est-à-dire que quand l'assureur décide de diligenter une expertise médicale, ça se passe, il y a un questionnaire qui est complété par le médecin qui a délivré l'arrêt de travail et qui est étudié par le médecin conseil de l'assureur, et tout ça de façon totalement confidentielle.
Donc, nous-mêmes, ni l'entreprise, ne connaît les causes réelles et sérieuses de la pathologie. Et il n'y a que le médecin conseil de l'assureur qui, au vu de ce questionnaire médical, va prendre la responsabilité de diligenter ou non une expertise médicale. Après, il est clair que sur un questionnaire médical, si vous avez identifié, si le médecin a identifié une maladie grave prise en charge à 100% par la sécurité sociale comme un cancer, évidemment, aucune expertise médicale ne sera diligentée. Ok. Voilà, on a essayé de vous apporter un éclairage sur ces problématiques d'absentéisme, alors qui ont un lien effectivement sur l'entreprise, forcément sur l'organisation de l'entreprise, et puis qui ont un coût direct également sur le pilotage de ces régimes complémentaires. Donc, soyons... le réflexe à avoir, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous identifiez dans votre entreprise des comptes de résultats très, très mauvais, notamment sur le risque arrêt de travail, la première mesure, c'est d'essayer d'en identifier les causes plutôt que de se soumettre à une augmentation tarifaire qui n'aura jamais forcément qui ne réglera jamais le problème et qui augmentera tout simplement le coût de la protection sociale de l'entreprise. Donc, travaillons plutôt sur des mesures de prévention et sur l'analyse des causes. Et puis après, quand on est vraiment dans l'arrêt en lui-même, essayons de comprendre comment on peut ramener le salarié sur une activité professionnelle adaptée à sa pathologie. Ça marche. Donc, voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. C'est un peu ça. Et puis bien comprendre ce qui se passe dans son entreprise. Super. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline à partir de lundi. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci Mathias, merci Olivier. Merci à vous. Merci. N'hésitez pas à faire appel, à poser toutes les questions auprès de Christophe si vous voulez aller plus loin dans cette présentation. Et puis, vous pouvez également contacter Olivier directement sur LinkedIn au besoin. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir.